Nous sommes avec Mustapha Boulemia, directeur d'EHPAD. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, peut-être votre parcours qui est un petit peu atypique chez les directeurs d'EHPAD, et puis également l'EHPAD dans lequel vous travaillez? Ah, donc Mustapha Boulemia, pour me présenter déjà sur mon parcours, au départ, je suis sportif de haut niveau. Donc, je pratiquais les arts martiaux, plus particulièrement le judo à un niveau international, où voilà, j'étais sur une préparation orientée vers de la performance, avec une pratique en compétition internationale, où j'ai d'ailleurs combattu au championnat du monde de Tokyo en 2010 et plusieurs tournois du circuit international de la Fédération internationale de judo. Donc en parallèle, bien sûr, j'ai passé des diplômes aussi bien universitaires en la filière STAPS, sciences et techniques et des activités physiques et sportives, et des diplômes du ministère des Sports. J'ai un diplôme, un DES. Donc, j'ai enseigné cette discipline et puis je suis également formateur sur les métiers de préparation, enfin, les personnes qui se préparent au métier du sport. Et puis, dans la continuité, j'ai travaillé, bien sûr, on était sur la même ligne droite à l'époque, pour le ministère des Sports, sur notamment les missions en lien avec l'analyse des équipements sportifs. D'accord. À un moment donné, j'ai évolué dans ma réflexion et mon souhait, ça a été de rechercher un management de proximité et d'évoluer sur un domaine qui soit en adéquation avec mes valeurs. Et j'ai été amené à travailler, enfin, à découvrir l'EHPAD. Et bien que l'image pour certains ne soit pas forcément positive, pour moi, ça a été vraiment révélateur où j'ai tout de suite je me suis retrouvé dans mon élément et je me suis orienté donc du coup vers la direction d'EHPAD avec donc du coup un souhait de me reformer. J'ai passé un master à l'université de Paris-Dauphine, un master 2 d'économie et gestion de la santé, plus spécialisé sur le parcours de l'encadrement des établissements pour personnes âgées. Donc D'accord. voilà, là actuellement, je suis donc, du coup directeur d'un établissement d'un EHPAD, EHPAD Solène, qui se situe à Tremblay en France et qui est spécialisé sur l'accueil, l'accompagnement des personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer et de troubles apparentés. D'accord. Est-ce que votre parcours sportif vous aide à diriger un EHPAD, à manager un EHPAD? Alors, par rapport à ce parcours sportif, donc du coup, plutôt tourné vers de la performance. On peut se dire, bon, la performance de haut niveau, la discipline, on recherche la vitesse, elle peut être en opposition avec un milieu où on a des personnes âgées qu'on associerait plutôt à de la lenteur. Sauf que le management en EHPAD, ça nécessite de pouvoir gérer certaine forme de pression, puisque on a de multiples sollicitations, que ce soit de la part des autorités de tarification, agence régionale de santé, le conseil départemental, de la part du siège, de la part des familles, de la part des résidents, de la part des équipes, de manière, en plus avec des profils pluridisciplinaires, il faut savoir s'adapter en fonction des différentes cultures, hôtelières, soins, animation, technique, etc. Et donc, du coup, le parallèle et l'utilité que je vois, le réinvestissement que je vois sur l'expérience de sportif de haut niveau dans ce métier de direction d'établissement d'EHPAD, c'est la capacité à pouvoir gérer le stress, gérer cette pression, prendre du recul et puis être sur une prise de décision qui soit la plus sereine possible, la plus rationnelle possible. D'accord. Donc, on va parler des approches thérapeutiques non médicamenteuses. J'aurais dû trouver un nom un peu plus compliqué pour prononcer. Est-ce que vous pouvez déjà expliquer ce dont il s'agit? Alors, comme son nom l'indique, l'approche thérapeutique non médicamenteuse exclut le médicament. Enfin, c'est une forme de manière qui permet de pallier le recours aux médicaments, sachant que ce médicament il peut avoir des effets délétères comme l'aspect iatrogénique, en l'occurrence que la multiplication des médicaments entraîne son effet inverse et donc des aspects néfastes sur la santé. L'approche non médicamenteuse envisage en l'occurrence un recours de manière plus naturelle, entre guillemets, c'est-à-dire sans substance chimique. Et pour cela, il y a plusieurs aspects. Alors, on peut avoir une approche par l'essence, notamment comme celle de Snozelen, qui est une thérapie non médicamenteuse, où l'objectif, c'est de faire en sorte notamment d'apaiser les tensions par des sollicitations, des stimulations par les différents sens, par le toucher, par l'odorat, etc.
Une autre type d'approche non médicamenteuse, et là je fais un lien direct avec mon expérience, ma vie passée, c'est celle par le biais non pas du sport, mais de l'activité physique adaptée, orientée vers la santé. Où l'objectif, en l'occurrence, si je dois faire le lien avec l'aspect sportif, il est plutôt orienté vers un développement technique, physique, mental, à des fins de performance. Là, l'activité physique santé, c'est partir des capacités de la personne et de ses envies pour orienter vers la santé. Alors, ça peut être pour objectif de redonner de la mobilisation, de retravailler sur aussi bien mobiliser pour travailler le cognitif, mais avant tout, l'intérêt, il est aussi pour le lien social, puisque l'aspect de l'activité physique, ça permet aussi, en l'occurrence, de mettre en lien des personnes qui peuvent avoir des difficultés de communiquer. Et communiquer par le corps, c'est une bonne manière de retrouver, de remettre les personnes en lien alors qu'ils avaient du mal à le faire. Alors, si je comprends bien, l'activité physique permet de limiter le nombre de médicaments. Alors clairement, il y a eu plusieurs études, et donc je vais citer l'expérimentation principale en France qui a été l'expérimentation à Strasbourg, l'activité physique santé, donc, qui a été appelée par le sport santé. Et c'était le docteur Feltz, en l'occurrence, qui coordonnait cette étude à la fin des années 2000, en 2008 de mémoire, où ce qu'il s'est rendu compte, il a eu un certain nombre, 2000 patients qui ont suivi cette expérimentation, orientés par 300 médecins. Et à son issue, ce qui s'est rendu compte, c'est qu'un certain nombre de patients n'avaient plus besoin de médicaments, dont certains, il y avait une diminution vraiment très importante de la consommation de médicaments, et dont certains qui ont pu arrêter complètement, tout en améliorant, en termes de données médicales, il y a eu une amélioration. Donc, clairement, l'activité physique peut être considérée comme thérapie non médicamenteuse en permettant, au bout du compte, de diminuer, voire ne plus avoir recours aux médicaments. Il y a un bénéfice, j'imagine, bien sûr, sur le corps, ça je comprends. Est-ce qu'il y a un bénéfice, j'allais dire, j'allais dans le cerveau, dans le mental? Alors, principalement, l'activité physique, on peut la voir, si on doit la caricaturer, par la mobilisation du corps. Donc, c'est l'aspect physique. Sauf qu'il y a plusieurs études qui ont montré, en l'occurrence, que faire du sport, c'est non seulement bon pour le corps, mais c'est aussi bon pour la tête, et c'est aussi bon pour le lien entre les personnes. Euh, puisque on peut avoir différentes entrées. Ce qui a été prouvé, en l'occurrence, c'est que le fait de travailler par l'imagerie mentale, Oui. d'imaginer se faire des mouvements, ça permet de refaire travailler tout le circuit nerveux, et donc du coup réellement se réapproprier des mouvements sans pouvoir les faire. Donc du coup, ça peut être une approche d'envisager la remobilisation par le cognitif. Et vice-versa, la remobilisation, ça permet de recréer ces liaisons nerveuses, et donc du coup, clairement, on a un lien entre le corps, l'esprit et puis les autres. D'accord. Comment est-ce que vous l'avez mis en place dans l'EHPAD? En fait, moi, j'imagine qu'en vous écoutant, que ça prend peut-être plus de... Il faut d'abord former le personnel, j'imagine, ou faire appel à un personnel. C'est quand même pas vous qui faites, j'imagine, la gym à tout le monde. Faire appel à d'autres personnels, les former. Voilà, comment est-ce que ça a été mis en place? Alors, effectivement, je pourrais le faire moi-même, étant diplômé, étant éducateur à la base, ça serait dans mes compétences, mais étant directeur actuellement, voilà, j'ai d'autres missions qui Bien sûr, ne me permettent évidemment. pas, malheureusement, Évidemment, bien sûr. d'être à cette place-là. Pour autant, cette expérience-là, ça me sert dans la mise en place de projets en termes d'exemplarité. Et je pense que vraiment, quand on cherche à initier des projets, le caractère indispensable, c'est d'être dans l'exemplarité. Euh, donc, du coup, comment est-ce que je procède pour la mise en place de projets? J'en ai déjà mis à plusieurs reprises. Alors, d'abord, ce sur quoi je m'étais appuyé, c'était de m'appuyer, en fait, de solliciter des sportifs de haut niveau, où l'aspect charismatique, ça permettait d'emmener et de motiver l'ensemble. J'avais fait venir un médaillé olympique, en l'occurrence, sur un EHPAD, sur
tout un projet avec un temps fort où l'objectif, c'était de reconstituer un événement, une compétition sportive entre les résidents, alors bien sûr sans enjeu, mais pour mobiliser l'ensemble avec un parrain qui venait récompenser, encourager l'ensemble des participants. Ensuite, sur un second projet, je m'étais plutôt orienté vers le sport santé avec la mobilisation notamment des acteurs politiques, l'élus de la ville, notamment parce que mon objectif, c'était de tirer la ville plutôt vers le contrat local de santé et puis mobiliser des subventions sur le développement de cette pratique. Et puis également le centre de référence ressources, puisque sur chaque département en Ile-de-France, il y a un centre de référence ressources en sport santé. Et donc, du coup, que le médecin référent en sport santé puisse intervenir, et notamment sur la sensibilisation, l'information du bénéfice de l'activité physique à des fins de santé, en tant que thérapie non médicamenteuse. Au-delà de ça, l'objectif, c'est vraiment de mobiliser de la même manière l'ensemble des équipes et qui s'engagent sur cette dynamique-là. Donc déjà, c'est de faire en sorte que les équipes accrochent, de faire en sorte que l'ensemble des professionnels puissent chacun à sa manière encourager cette dynamique-là, de sorte qu'à partir du moment où vraiment il y a tous les professionnels qui sont sur cette dynamique d'encouragement à mettre en place des activités physiques sous l'angle des thérapies non médicamenteuses, ça permet de motiver, d'encourager que systématiquement les résidents puissent maintenir la stimulation. Donc, alors concrètement, c'est qu'il y a, j'imagine qu'il y a une sorte de, il doit y avoir une régularité dans les exercices. C'est qu'en fait, un résident a un exercice toutes les semaines. Comment est-ce qu'il y a un agenda? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un programme? Alors, l'idée, bien sûr, de manière classique, c'est que la personne ait son programme de régularité, de pratique, avec, en suivant les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui sont, pour reprendre de manière globale, c'est 3 fois par semaine, mais en alternant aussi bien une mobilisation sur le plan de l'endurance, travail de l'aérobie, et sur le plan musculaire, avec un travail de renforcement. Mais au-delà de ça, c'est déjà être sur une démarche d'encouragement, d'accompagnement et de faire en sorte que toute l'autonomie des résidents soit maintenue. Plutôt que de faire à la place, en l'occurrence, c'est faire en sorte que les équipes prennent l'habitude de mettre en condition pour que la personne, le résident, fasse de lui-même. Les aides-soignantes, plutôt que ne serait-ce que faire que le temps de la toilette, faire la toilette, c'est effectivement plus rapide, le faire à la place d'une personne âgée qui prend le temps et le rythme qu'elle a, c'est encourager, mettre dans les conditions, mettre les choses à disposition et que la personne maintienne cette autonomie, maintienne cette capacité à faire et la tonicité musculaire qui le permettent. D'accord. C'est des groupes, c'est des sports collectifs, enfin du sport, la gym collective ou individuelle? Alors, aussi bien l'un que l'autre. Après, je vais vous dire, en fait, c'est les moyens qui vont nous limiter et qui vont plutôt nous orienter à faire de manière collective. De manière collective, voilà, un professionnel peut encadrer sur un même temps une activité pour plusieurs résidents. Si c'est de manière individuelle, forcément, on va être limité, on va avoir besoin de moyens supérieurs. Oui. Je suis pour, mais forcément, les moyens qu'on a sont limités. D'accord. Moi, il y a une question qui me vient, c'est on peut faire de la gym comme ça avec une personne qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer va facilement participer à ce genre d'activité. Alors, ce qu'il faut savoir effectivement par rapport à la maladie d'Alzheimer, où on a une perte de mémoire immédiate qui peut aller jusqu'à une perte de la cohérence des propos et l'impossibilité en l'occurrence de communiquer. Pour autant, la mémoire qui reste, c'est la mémoire il y a des choses que les personnes ont appris à faire, font naturellement, ils n'ont plus de nécessité de mobiliser leur mémoire, ça se fait instinctivement. Et le fait de mobiliser son corps, ne serait-ce que par la danse, euh, ça permet en l'occurrence de recommuniquer. J'en reviens en systématique à cet aspect de lien social qui, je pense, est véritablement l'entrée principale de cet aspect de thérapie non médicamenteuse et de l'intérêt de mettre des activités physiques en EHPAD et plus particulièrement pour les personnes qui souffrent de maladie d'Alzheimer.
dans la mesure où on redonne une cohérence, on redonne la possibilité aux gens de communiquer alors qu'ils n'ont malheureusement plus la possibilité de le faire. D'accord. La baisse du nombre de médicaments, elle arrive à quel moment? C'est rapide? Ça prend plusieurs mois? Comment ça se passe? Alors, là, je vais reprendre, en fait, je vais m'appuyer sur un dispositif qui s'appelle Prescriform, qui avait permis de mettre en lien les agences régionales de santé et puis les directions régionales jeunesse, sport et cohésion sociale, où en fait, ce qui était envisagé, c'est d'engager les personnes, dont les personnes âgées. Eh ben, il y avait plusieurs, c'était les personnes qui étaient en affection longue durée et puis donc les personnes âgées qui étaient en perte d'autonomie, avec l'objectif, c'était de réaliser 12 semaines, un programme de 12 semaines. Et donc, du coup, là, nous sommes sur 3 mois environ. Voilà. D'accord. C'était bien sûr en appui sur un certain nombre d'études en lien avec la Haute Autorité de Santé, les académies de médecine, qui s'étaient aperçus qu'au bout d'un programme de 3 mois, pardon, on pouvait tirer bénéfice et donc, du coup, alléger la charge en médicaments. D'accord, d'accord. Est-ce que ça a un effet, moi j'imagine a un effet sur, on va dire, sur le côté moins stressé des résidents et donc sur faciliter le travail des salariés? Est-ce qu'il y a un effet sur cet aspect-là? Vous voyez, salariés plus calmes, moins stressés, enfin, je parle de résidents plus calmes, ben, salariés moins stressés dans leurs tâches et donc peut-être moins d'absentéisme. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce qu'on peut faire un lien sur cet axe-là? Ouais. Alors, je vais vous citer une anecdote par rapport à un programme d'activité physique que j'avais mis en place sur un EHPAD et une résidente en particulier qui avait un profil assez acariâtre, qui ne dormait pas ou très peu la nuit. Euh, et donc, du coup, c'était vraiment très difficile en termes d'accompagnement pour les équipes. Elle s'est engagée, alors, elle avait d'ailleurs beaucoup de mal à s'engager sur ce programme d'activité physique, puisqu'elle était dans l'opposition de tout, mais la porte d'entrée, la stipulation, elle avait été permise, notamment en faisant le lien avec l'intergénérationnel, avec les enfants qui pratiquaient les activités. Et donc, du coup, ça l'avait encouragé à intégrer le programme d'activité. Au bout de la première séance, le lendemain, ce qui m'avait vraiment surpris, elle est arrivée avec un grand sourire. Je crois que ça faisait des années que je ne l'avais jamais vu sourire. En me disant, eh ben, cette nuit, j'ai dormi. Cette nuit, j'ai dormi parce que la veille, je m'étais dépensé. Et donc, du coup, le lien, c'est ça avait engendré des endorphines qui permet, en l'occurrence, d'atténuer les douleurs. Et ça lui avait permis de se reposer et tirer des bénéfices. Et donc, du coup, tout l'aspect dépression, enfin son profil assez dépressif, il avait complètement changé très rapidement. Et donc, du coup, clairement, pour les équipes, c'est beaucoup plus facile d'accompagner une personne qui est souriante et qui est disposée à échanger plutôt qu'une personne qui est toujours dans la plainte. D'accord. Autre question, cette approche sur le nombre d'EHPAD qu'il y a en France, est-ce que cette approche est vraiment, on va dire, diffusée, se pratique à grande échelle ou ça reste une minorité d'EHPAD? Alors, ce que je constate par rapport aux différents établissements que j'ai pu visiter ou avec les différents collègues directeurs avec qui j'ai échangé, c'est que c'est une approche qui a tendance à se développer de plus en plus. Au départ, ce n'était pas forcément le cas, mais je pense qu'on est déjà, et puis la tendance des politiques publiques s'oriente là-dessus, hein, sur la promotion de l'activité physique à des fins de santé, ce qui permet à tous les niveaux, y compris en EHPAD, de pouvoir avoir des programmes d'activité physique, des intervenants en activité, des encadrants en activité physique qui viennent de plus en plus en EHPAD, au bénéfice en l'occurrence des résidents, des personnes âgées. D'accord. Autre question pour que je comprenne bien, cette Oui. approche, on parle de que le sport ou la gym, en fait, le sport, est un élément de l'approche. Est-ce qu'il y a d'autres types, d'approches, qui existent qui ont le même objectif? Alors, non, bien sûr, il y a d'autres approches non médicamenteuses que celle de l'activité physique, hein. Là, en l'occurrence, sur l'établissement, je
nous expérimentons les approches non médicamenteuses par le biais des différents sens, comme j'en parlais au tout départ sur l'approche Snow-LM d'une part. On a aussi la zoothérapie, en l'occurrence, le lien avec les animaux, qui produisent des effets très bénéfiques. C'est de la même manière, un intérêt, en l'occurrence, c'est toujours par rapport aux personnes qui souffrent de troubles cognitifs, qui ont beaucoup de mal à être en communication avec les autres. Et la relation avec les animaux présente l'avantage d'une communication autre, en l'occurrence. Le fait de caresser les animaux, alors nous faisons venir aussi bien des chiens que des poneys, et les résidents ont un temps d'échange, ils caressent les animaux, ils rentrent en communication avec les animaux, et c'est vraiment très bénéfique. D'accord. Un mot de conclusion. Alors, un mot de conclusion, personnellement, je ne peux qu'encourager le développement des thérapies non médicamenteuses, dans la mesure où, d'une part, ça a prouvé, la littérature scientifique a apporté une légitimité en ce sens, d'une part, et que d'autre part, sur le plan économique aussi, clairement, cette approche-là est beaucoup moins coûteuse, avec des effets vraiment très positifs, aussi bien pour la santé, le bien-être des résidents que pour le climat social. D'accord. Merci Mustapha Boulemia. Je rappelle que vous êtes directeur d'EHPAD. Merci beaucoup. Merci à vous, Frédéric.